pendant environ 10 secondes depuis le moment où je me gare jusqu'à ce que j'arrive à ta porte. Peut-être qu'en arrivant là-haut, je frapperai à la porte, mais tu ne seras pas là. Ceci est Will Hunting, écrit et interprété par les meilleurs amis du lycée, Matt Damon et Ben Affleck. Ce film a servi de tremplin à deux des talents les plus reconnaissables de l'histoire d'Hollywood. Pourtant, chacun de ces beaux gosses a pris une route différente vers la célébrité une fois qu'ils avaient percé. La jungle qu'est Hollywood peut être un endroit cruel et impitoyable, et un faux pas peut stopper net votre carrière. Et c'est exactement ce qui a failli arriver à Matt Damon, un échec étrange et coûteux à presque tout arrêter. Il y a un film que j'ai fait qui n'est pas très bon. Et il s'appelle La Grande Muraille. Originaires de Boston, Massachusetts, Damon et Affleck ont pris des chemins très différents après le succès révélateur de leur film oscarisé. Affleck, acteur secondaire dans Will Hunting, a cherché à jouer dans un maximum de superproductions. Il a tourné dans Armageddon, Piège fatal et Daredevil. Je ne suis pas le méchant. Ces blockbusters d'action ont classé Affleck dans une catégorie culturelle précise, de grands films pop-corn au large attrait, mais peu profonds. Pour votre bien, j'espère que la justice sera rendue ici aujourd'hui, avant que la justice ne vous rattrape. À l'inverse, il s'est présenté comme étant le véritable acteur du duo. Après son rôle marquant dans Il faut sauver le soldat Ryan, il a sélectionné des projets ambitieux avec des cinéastes d'auteur. Des films qui visaient un peu plus haut que les productions populaires de ses homologues d'enfance. Le talentueux Mr. Ripley, la légende de Bagger Vance et de 6 jolis chevaux. Oh, bien sûr, il apparaissait dans les films Ocean's 11, mais pendant longtemps, il était le plus artistique du duo. Parce qu'il était catalogué avec cette image publique. Il a voulu la contrer en se lançant dans l'action et en devenant le visage de la trilogie Jason Bourne. Jason Bourne est mort, tu comprends. Où vas-tu aller ? Je te jure devant Dieu, si je sens quelqu'un derrière moi, je porterai le combat jusque chez toi avec une force et une vitesse sans limite. Les deux acteurs ont longuement parlé du fait que, même si leurs carrières sont inextricablement liées depuis leur projet collaboratif le plus médiatisé, ils ont fait le choix conscient de se séparer au fil des années. Ils voulaient que le public reconnaisse leurs identités. Frère, je n'arrête pas de te dire, tu dois d'abord faire le film sans risque, ensuite tu fais le film artistique, et parfois tu dois faire le film de retour d'ascenseur parce que ton pote dit que tu lui dois. C'est un choix stratégique intelligent à un certain niveau, et à un autre niveau tout à fait compréhensible d'un point de vue humain. Bien sûr qu'ils allaient vouloir tracer leur propre chemin. Cependant, tous les deux allaient toujours être liés dans la mémoire collective, parce que le fantasme de conte de fées que représentent leur vie et leur carrière est tout simplement trop puissante pour qu'il en soit autrement. La carrière d'Affleck a eu des hauts et des bas marqués. Il a pris des risques, parfois payants. Affleck, tu ne te plantes pas dans Phantom Joe? D'autres vraiment pas. Je parle de toi, Gilly. Qu'est-ce que c'est censé vouloir dire? La carrière de Damon a essentiellement été en pleine ascension toute sa vie d'adulte. Bien sûr, il y a eu des moments où les choses ont ralenti et ont été moins en vue. Eh bien, il y a une grande exception à cela. Il y a eu cette fois où Matt Damon a été aveuglé par l'argent et a accepté de jouer dans le film La Grande Muraille. Ma fille persistait à appeler ce film Le Mur, et je lui disais que le film s'appelait La Grande Muraille. Elle répondait « Papa, il n'y a rien de grand ». Replongez-vous en 2016. Le box-office chinois était une force incontestable avec laquelle il fallait compter. Certains films de studio rentabilisaient tout leur budget rien qu'avec leur sortie en salle en Chine. Donc évidemment, le marché international était une préoccupation croissante pour le système des studios, et la Chine en particulier était l'aspect le plus important de ce secteur d'activité. Ainsi, Legendary, le China Film Group et Universal ont tous uni leurs ressources pour réaliser un film qui serait un succès assuré. Un film de genre au concept vendeur, rempli d'effets visuels, avec un acteur blanc pour garantir un attrait interculturel et une véritable palette de costumes d'armure codés par couleur. Ce point ne doit pas être sous-estimé. Il croyait réellement que le succès ou l'échec du film dépendait du nombre de couleurs qui débouleraient à l'écran. La Grande Muraille ressemble à un film de monstres à effets spéciaux croisé avec le cauchemar d'un ado après un repas chez Taco Bell. Si vous regardez la bande-annonce, vous pourriez vous dire « Oh, c'est un concept intéressant pour un film. Je me demande quelle est l'histoire, à part le fait que des monstres attaquent la Grande Muraille de Chine et que des gens doivent essayer de les repousser. Voici le rebondissement ultime. Il n'y a pas de rebondissement. Il n'y a pas de métaphore plus profonde, d'allégorie ou de message personnel. Le film ne parle que de ça. Et Matt Damon qui prend un accent bizarre et porte une mauvaise perruque. Regardez cette armée. Avez-vous déjà vu quelque chose comme ça ? L'intrigue de la Grande Muraille suit deux mercenaires qui, à travers une série d'événements théoriquement rocambolesques, se retrouvent obligés de faire équipe avec une immense armée de guerriers chinois qui, par chance, portent des armures multicolores afin de combattre des hordes de créatures reptiliennes, déterminées à franchir ce fichu mur.
Cela ne résume même pas de loin la multitude de décisions étranges qui ont été prises pour ce film. Des combattants à la perche reliés à de longues cordes élastiques et des personnages si inexpressifs que les flèches tirées sur des monstres en images de synthèse expriment plus d'humanité. Dis-moi comment... Un coup d'épée. La main s'est détachée proprement. La bête est retombée dans un gouffre. Le film est aussi ennuyeux qu'il est en même temps opératique. Pour le dire franchement, le film est exactement ce qu'il était à l'origine. Une entreprise cynique de recherche de profit dirigée par un conglomérat d'entreprises qui incarne parfaitement l'expression « trop de cuisiniers gâtent la sauce ». Lorsque le film est finalement sorti, il a été accueilli par un silence assourdissant, aussi bien en Chine qu'en Amérique. Le projet de créer un phénomène interculturel ne s'est pas exactement déroulé comme prévu. Le film n'a pas été un désastre total, puisqu'il a rapporté près de 335 millions de dollars pour un budget de 150 millions. Mais il n'a pas réussi à faire du film un point de ralliement du cinéma de monstres, capable de rassembler des publics de toutes les cultures dans le même émerveillement. Bien que le film ait eu des résultats décevants, c'est vraiment les répercussions culturelles du projet que personne n'aurait pu prévoir. L'action quasi ballétique, l'esthétique arc-en-ciel et les créatures en images de synthèse affreuses formaient un parfait mélange de mauvais choix. Pour être franc, les Américains n'ont tout simplement pas accroché au style du film. L'ensemble du projet est devenu une blague à part entière, et une blague qui ne semblait pas disparaître de l'orbite de Matt Damon. Nous sommes honorés d'être honorés. Est-ce le meilleur des produits? Pour ne rien arranger, ce doublé d'une grande fadeur que furent Suburbicon et Downsizing n'a pas aidé les choses pour Damon. Il se trouvait dans une situation objectivement étrange. L'image qu'on avait de lui semblait pour le moins instable. Observer comment Affleck et Damon ont navigué dans ces eaux troubles est fascinant, car chacun a emprunté un chemin différent. Lorsque la carrière d'Affleck a commencé à sombrer, il s'est mis à écrire et à réaliser Gone Baby Gone, The Town et Argo. Il est passé du statut de risée culturel à celui de l'un des réalisateurs les plus en vue en quelques années seulement grâce à ses propres talents créatifs. Lorsque Damon a connu quelques revers, il s'est associé à des cinéastes d'auteurs avec lesquels il avait déjà noué des relations. Il s'est vraiment installé dans son rôle d'acteur et a essayé de choisir de grands réalisateurs avec qui travailler. Cela montre bien qu'il n'y a pas de méthode unique pour construire une carrière. Est-ce qu'on est en train de dire qu'il y a une chance que, si on appuie sur ce bouton, on détruise le monde? Les chances sont proches de zéro. Presque nul. La Grande Muraille est vue comme un échec, mais elle a rapporté près du double de son budget. Ce n'est donc pas un flop total, même si c'était un échec créatif. C'était surtout une manœuvre pour gagner de l'argent. Personne ici ne pense faire de l'art, et cela se voit. Finalement, La Grande Muraille n'est pas le pire film jamais fait. On peut en avoir l'impression, mais ce n'est pas le cas. Il a juste commis le péché ultime. Il avait tout l'argent du monde et n'a pas réussi à trouver quelque chose d'intéressant à dire. Ce n'est pas par manque de ressources que le film a échoué, c'est par manque d'ambition et de sincérité. Quand tu te complais dans l'apathie, ta carrière commence à vraiment avoir des problèmes. Eh bien, c'est tout pour cet épisode de Nerdstalgique. Qu'en pensez-vous? Si vous aviez tout l'argent que ces idiots avaient, auriez-vous pu faire un meilleur film? Dites-le nous dans le... Oh, attendez, non, vous n'avez pas besoin de le faire. On sait que vous auriez pu. N'importe qui aurait pu. N'importe quel humain aurait pu aborder le processus créatif en pilote automatique et produire un résultat similaire.